Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons parler de cinéma africain, plus précisément venu du Sénégal, avec une œuvre très importante pour ce pays, sortie en 1973, Touki Bouki, ça donne en français Le Voyage de la Hyène, premier long métrage pour son metteur en scène et scénariste Djibril Diop Mambéty, qui avait fait avant un court et un moyen, où il montrait sa ville de Dakar, ainsi que le destin d'un jeune garçon peut-être un peu rebelle à la marge. Finalement, les intentions étaient déjà présentes. Pour ici, un opus qui, fatalement, a beaucoup inspiré d'autres cinéastes, y compris la nièce du monsieur, qui n'est nul autre que Mati Diop. J'ai déjà parlé de son cinéma, ici même. Eh bien, elle a fait un documentaire qui s'appelle 1000 soleils, où elle va à la recherche de l'acteur principal afin de savoir si lui, il était parti ou resté au Sénégal. Parce que finalement, son protagoniste, qui s'appelle Maurice, c'est un petit peu l'indécision. Il a envie de partir, mais finalement, ira-t-il en France? C'est assez passionnant comme idée, cette recherche du réel à travers une fiction qui, elle aussi, est ancrée dans le réel. Donc pour l'interpréter, on va quand même citer son nom, nous avons Magaye Niang, tandis que la petite amie Anta est jouée par Marème Niang. C'est aussi la présence d'Aminata Fall, qui est aussi chanteuse et musicienne. D'ailleurs, elle compose quelques petites musiques ici d'une œuvre qui est bercée par d'autres bandes son. Ça aussi, on y reviendra. Et pour résumer grosso modo ici l'intrigue, nous allons suivre Mori et Anta, donc deux jeunes Sénégalais, qui vont planifier un ailleurs, c'est-à-dire partir en bateau pour la France, peut-être plus précisément Paris, qui est ici fantasmé comme un paradis, à une époque où le Sénégal était indépendant depuis un peu plus de 10 ans, mais qui était toujours bercé de ce post-colonialisme par ses influences modernes. Donc, ici, le nœud du problème est assez intense, puisque forcément, le jeune homme, là, il veut peut-être s'enrichir, s'embourgeoiser. Anta, elle est universitaire, elle est assez intellectuelle. On voit qu'elle a déjà adopté une vie plus ou moins occidentale quand même dans son intention propre. Et les deux, dans cette fuite en avant, vont être confrontés à pas mal d'éléments peut-être perturbateurs parce que pour effectuer ce voyage, il faut récupérer de l'argent. Oui, c'est le nœud de la guerre. Si vous voulez aller vers l'Occident, il ne faut pas y aller les mains vides. Et même donc payer le voyage. Sauf que ça ne va pas forcément se passer comme prévu jusqu'à la conclusion, sur laquelle je reviendrai dans une mini-zone spoiler. Et ici, Mambéty, à la fois essaye de s'émanciper d'un certain cinéma tout en reprenant certains codes. Bon, au niveau sénégalais, nous avions déjà Ousmane Sembène avec notamment La Noire 2. Ici, c'est très différent, même s'il y avait une histoire aussi de dame qui allait partir, un peu contrainte et forcée indirectement pour y être exploitée en France. Mais Mambéty, même s'il est assez autodidacte ici dans son intention cinématographique, forcément, il s'imprègne de ce qui a déjà été fait. Ainsi, ce film a été considéré comme le Bonnie and Clyde africain. J'ai envie de dire oui et non, mais surtout non sur certains points, parce qu'il va déconstruire certains codes, y compris ceux de la nouvelle vague. Visiblement, il avait déjà vu des films de Godard, notamment À bout de souffle. Il y a cette intention-là dans la narration, un peu dans le montage, ou certaines tentatives, on va dire, de décalage, mais peut-être utilise-t-il ceci, pour renverser certaines choses. Et c'est ça qui est passionnant, notamment sur le côté embourgeoisement, d'une certaine façon, déjà de cette nouvelle vague qui était ancrée dans un monde bourgeois, au final, malgré une liberté totale et un côté révolutionnaire. Et on peut se poser la question ici si Mambéty cherche à l'être révolutionnaire. J'ai envie de dire là aussi oui et non, parce qu'il y a un côté quasi anarchiste dans le chaos peut-être global d'une œuvre qui aussi est très onirique et poétique, mais frontale et brutale. Mais derrière, il est surtout là pour questionner l'état de son pays, qui fonctionne donc entre tradition et modernité, et qui semble avoir du mal à trouver un équilibre. Donc là, il fait du cinéma, et finalement, le cinéma, c'est une importation occidentale, d'une certaine manière, avec la technique qui va avec, technologie, pour filmer son réel avec des scènes de marché, même donc
violente aussi, quasi documentaire, mais pour aussi dans la construction mentale, parce que c'est un film très mental, très hypnotique, y apporter quelque chose d'autre, nous transposant à la fois dans une poésie étrange, mais aussi dans des moments difficiles, où on comprend que les personnages, malgré leur envie, malgré leur désir, vont être confrontés à une forme de réalité. Ou alors ils vont s'ancrer à nouveau dans cette réalité. Parce que finalement, cette fuite en Europe n'est qu'un fantasme, quoi qu'il arrive. Quand bien même on arrive au bout, c'est pas la belle vie pour beaucoup de gens. À l'époque, l'immigration africaine, notamment en France et à Paris, c'était pas non plus pour y vivre le rêve français en mode devenir très haut placé dans la société, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça nous renvoie ici à cette réalité-là. Tant et si bien que ce questionnement du départ, ce désir d'ailleurs, finalement, c'est une forme de fatalité aussi. Et dès le début du film, justement, Mambetti pose son cadre et pose son intention artistique franchement extraordinaire, où on voit donc le côté rural absolu d'un enfant qui, on va dire, accompagne son troupeau de zébus vers quelque part pour les vendre, donc, ok. Mais c'est direction l'abattoir, un abattoir qui est un héritage moderne, où donc ces bêtes vont être quand même tuées de façon brutale pour les yeux et la caméra. Forcément, nous, ça nous fait grincer des dents et c'est pas facile à supporter en termes de cruauté animale. Mais directement, Mambetti montre une réalité ici. Et ce jeune homme, ce jeune garçon, donc, repart après, donc, ado de zébu, tout seul, avec son seul zébu qui reste à lui, peut-être, une sorte d'animal de compagnie, mais bon, voilà. Et transition, on se retrouve avec le personnage de Maury, qui doit, je sais pas, avoir 18, 20 ans, tout cassé, qui chevauche, lui, non pas un zébu, mais une moto, symbole de la modernité. Moto avec les cornes de zébu. Et c'est là où, au début, sans trop le dire, le film nous le dit quand même, que c'est le même. Voilà, le jeune garçon du début, c'est Maury. Quelques années après, il a transitionné ainsi. Et c'est extraordinaire, cette introduction, cette exposition. On le voit à moto, à fond, plan d'ailleurs, embarqué, clairement, c'est son point de vue. Et les enfants autour qui sont fascinés par ce truc qui va vite, là, bah oui, déjà, les enfants rêvent peut-être d'un ailleurs, et voient cette modernité à portée de main. Et hop, Maury, après avoir traversé un village rural, etc., à l'ancienne, entre guillemets, dit c'est direction la route, où on voit des voitures, et on voit Dakar au loin, qui est très urbain déjà. Hop, on présente et on plante le décor, nous sommes ici dans un pays qui est en pleine évolution, et qui est dans l'héritage post-colonial finalement. Il a eu sa liberté et son indépendance, certes, les traces sont là d'une progression sociale, etc. Mais alors à quel prix? Et bien justement, on va être totalement dans cet entre-deux, dans cette ambiguïté difficile pour les habitants de A à Z. Parce que, voilà, récupérer l'argent, tout ça, tricher, voler, évidemment, ça aussi, ce sont des résidus donc d'une société capitaliste qui te pousse à avoir, à posséder. Donc comme c'est difficile de posséder dans un Sénégal encore pauvre, etc., argent facile autrement. Et derrière, cette quête donc de trouver une place sur un bateau ne va pas forcément bien se terminer d'une certaine manière. Mais pendant tout le film, on a aussi cette idée de nous montrer la naissance d'un couple, un amour qui est là, qui est montré de façon assez pure, j'ai envie de dire, chaste si on veut. Il y a quand même une scène d'amour entre les deux, mais on ne verra rien. Les corps dénudés quand même, oui, mais sur l'acte en tant que tel, ces plans sur l'eau, sur la mer, avec les vagues et le remous, évidemment, c'est le symbolisme absolu. Montrer aussi que ce désir d'ailleurs fonctionne avec le désir de l'acte du moment. Très intéressant ça, une sorte d'intensité à l'appel du danger, à l'appel d'une nouvelle vie. Derrière, la réalité sera tout autre. Et il y a plein de trucs passionnants sur lesquels je ne vais pas forcément faire un développement précis ici, parce que je risque de partir dans tous les sens, qui sont jalonnés dans tout le film, à travers le montage, à travers des scènes qui vous font réfléchir, qui questionnent les choses et qui, sur le plan intellectuel, sont fascinantes. C'est du montage intellectuel à la Eisenstein, clairement. L'abattoir, tout ça, qui montre la violence, qui montre que beaucoup d'immigrés qui veulent aller en France, en Europe, vont à l'abattoir. C'est un petit peu le symbole ici, et cette violence-là qui
qui est sous-jacente, c'est-à-dire qu'on a beau avoir le désir d'une belle vie derrière, c'est pas gagné. La bande-son fonctionne aussi en ce sens, puisque nous avons une chanson de Joséphine Baker, Paris, 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 qui parle de paradis sur terre, mais qui est en disque rayé en boucle comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, déjà. Ce truc c'est bloqué, quoi. Et un autre morceau, Plaisir d'amour, de Mado Robin, version en tout cas, parce qu'elle a été reprise cette chanson par pas mal de gens. Pareil, c'est des traces occidentales comme ça, mais déjà d'un ancien temps, parce que ce sont des chansons qui dataient dans les années 70, déjà. Donc, vous voyez ce fantasme-là ancré dans quelque chose qui n'existe déjà plus en France. Une sorte de paradis d'avant, peut-être. Non, c'est pas possible. Et la France, elle est partout dans le film. Déjà, il y a le français qui est parlé, alors par des Français qui sont sur place et qui sont très héritage post-coloniaux. Peut-être un moment, ça a un écho sur La Noire 2 de Sam Ben, peut-être. Mais aussi par des soi-disant révolutionnaires étudiants sur place, qui sont quand même déjà très franco-français dans leur intention de réflexion, y compris d'ailleurs Anta en tant que tel, qui étudie probablement le français à l'université. Et c'est là où on voit la déconstruction de la nouvelle vague. Étudiants un peu, on veut faire la révolution, mais eux, là, en tant que parlant français, à un moment, on les voit maltraités, Maury, donc, parce qu'ils le considèrent comme un moins que rien, etc. Donc vous voyez, il prend ses distances sur une influence de la nouvelle vague aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il considérait que la nouvelle vague, Godard et tout, étaient des coloniaux. Non, 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 voilà. Mais questionnement intéressant quand même. Et donc derrière, après, c'est magnifique ce qu'on peut voir. C'est dur et beau à la fois, c'est assez intéressant et intense. Il y a plein de petits symboles ici et là. Et arrive la fin. Alors là, spoiler, il y a quelque chose qui m'a marqué. Alors, évidemment, il ne part pas. Ça, c'est passionnant. Maury décide de quitter ce bateau. Avant, il y a d'ailleurs, petite parenthèse, mais on est quand même à la zone spoiler, c'est bien de l'indiquer là, on les voit fantasmer, enfin surtout Maury, en mode civilisé, habillé, vous voyez, à l'européenne, en train de revenir dans leur pays après leur immigration, en tant que dignitaire important et célébré par le pays. Voilà, ça en dit long, ce rêve-là, peut-être, comment devenir grand là où on vit, où on est né, il faut passer par un ailleurs pour y revenir. C'est très difficile ça quand même, il y a une forme de violence là, je trouve. Il y a plein de petits moments comme ça. Alors c'est marrant parce qu'avant il se fantasme, il se met tout nu dans la voiture, là c'est la réalité, il se fantasme comme une sorte de gladiateur, entre guillemets, puisqu'avant il y a une scène de lutte là, où les coloniaux mettent en scène des combats sous forme de hommage à De Gaulle, il y a un délire là, comme ça, là aussi il y a une forme de violence, comme quoi en fait ils sont contaminés par cette idée d'ailleurs et de grandeur, par la présence coloniale française, et même après la libération, l'influence de celle-ci qui reste là. Donc le message de Mambéty, il est là. Il pose ici un Sénégal qui évolue, qui se modernise, peut-être pour certaines bonnes raisons, peut-être pour certaines personnes, mais alors, maigre population au niveau pourcentage, et du coup, il montre que son pays, il est bloqué, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est limite encore plus dur, finalement, qu'avant. Quel est l'avenir du Sénégal? C'est un peu ça, le message du film. Et donc, Maury s'en va pas, Anta reste sur le bateau, elle s'en va. Ce qui est passionnant, et ça, il faut voir le documentaire de Mati Diop, je crois, c'est que l'acteur qui joue Maury, en effet, n'est jamais parti. Il est resté au Sénégal, comme pour son personnage, tandis que Anta, elle, l'actrice, est allée vivre, je crois, en Alaska. Parallèle, donc, de destin. Et à savoir que le réalisateur, lui, Mambéty, a refusé de quitter le Sénégal. Mais il est mort à Paris, où il a été soigné. Gros paradoxe, presque ironie du sort ici. Bon, voilà. Et donc, oui, à la fin, il décide de revenir. Il y a tout un délire là-dessus. Il y a une course, là aussi, ça peut être pré-nouvelle vague, si on veut. Une course vers la mort, puisqu'il retrouve sa moto Zébu, là, qui avait été récupérée par un gars étrange, qui était dans un arbre. On se demande d'ailleurs qui est ce personnage. Parce qu'il n'a pas des traits 100% africains, tu as un peu l'impression que c'est quelqu'un qui a quitté l'Europe pour vivre une vie là, peut-être issu d'un métissage. C'est très étrange, je questionne ici ce personnage, voilà, si vous avez des références sur ce point-là, parce que j'ai pas lu grand-chose sur le film, pour le coup, pour rester assez vierge de toutes influences afin de faire une impro ciné-critique à moi, là. Mais il y a quelque chose, il a pris cette moto et il est mort. Enfin, il n'est pas mort, il est renversé, il est blessé. Mais Maury, lui, récupère, pour le coup, son destrier, lui, est mort. C'est-à-dire récupère les cornes cassées du Zébu et il contemple ici l'idée que son enfance est morte.
Va-t-il pouvoir reconstruire quelque chose? Parce que là, tout est détruit. Hein. L'idée de reconstruction, c'est d'ailleurs à la fin que ça se termine, où il se rappelle de son enfance, on comprend que c'est lui l'enfant qui a mené les ébus à l'abattoir. Déjà, il y avait cette idée, c'est-à-dire, lui, il s'imaginait pas que ces bêtes allaient être tuées comme ça, peut-être. Et une triste réalité qu'il a découverte par la suite. Donc c'est extraordinaire, hein, ce final-là, qui est dur aussi, et qui est en raccord avec ce que sera la réalité pour les acteurs plus tard. Et pour son réalisateur qui finalement décidera de s'ancrer. D'ailleurs, c'est son message final. Il décide ici de rester, lui, il restera. Et peut-être, oui, il fera d'autres films, hein, déjà, par la suite. Pas énormément, mais il en fera d'autres. Voilà. Donc, allez, je ferme la zone spoiler. C'est difficile hein, de parler d'un film comme ça, parce que c'est du vrai cinéma mental, réaliste, avec une touche d'onirisme, qui montre donc parfaitement la véracité mentale de l'époque, avec à la fois donc des vrais segments quasi docu de ce Sénégal des années 70, et ses idées, voilà, c'est-à-dire qu'il essaye de montrer par les images, par le montage, par sa mise en scène, ce qu'il y a dans la tête et ses espoirs d'ailleurs, qui sont de toute façon dans la violence. Et c'est déjà intégré dessus. Finalement, cette idée d'ailleurs, c'est comme pour les ébus qui quittent leur terre natale pour finir à l'abattoir, ce que Maurice refusera à faire finalement. Peut-être que c'est en ayant ça en tête qu'à la fin il décide de rester, il ne veut pas aller à l'abattoir. C'est passionnant ça parce que c'est un film total, c'est-à-dire c'est du pur cinéma qui dit beaucoup de choses, qui intellectualise des trucs mais sans forcément trop... c'est pas hyper compliqué à saisir en fait comme message, mais on sent aussi cette ambiguïté et que Mambéty ne donne pas de réponse absolue. Il est là, il pose l'état de son pays, ce qu'il en pense, c'est-à-dire son Sénégal à lui, le reconnaît-il encore, questionnement par rapport à l'héritage colonial qui a fait beaucoup de mal, mais est-ce qu'on peut revenir pour autant aux traditions, à l'ancien monde? Ça semble compliqué, l'idée elle est là. Comment reconstruire? Comment construire quelque chose et reconstruire quelque chose? C'est pas facile, et c'est tous les pays africains qui ont subi ce colonialisme-là, frontalement, ont eu ce questionnement, et dans le cinéma africain, souvent, après, on y revient, quoi. Et pas que dans le cinéma africain, mais là, on est du point de vue local, qui comprend mieux les choses, et qui vit les choses. C'est surtout ça qui est important. Donc il faut voir ce genre de film. Découvrez, si vous ne l'avez pas fait, Tuki Bouki, ou si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai oublié des choses, forcément, j'ai survolé certains points, obligatoirement. L'analyse n'est que incomplète, et elle ne demande qu'à être... on va dire, approfondie grâce à vos commentaires, et aussi, voyez, et lisez d'autres trucs au sujet de ce film, à mon avis, il y a pas mal de choses à découvrir sur ce point. À vous la parole, donc, et je vous dis à la prochaine. Ciao.